Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information au 26 août 2022 en Ukraine. Alors tout d'abord quelques informations générales. Les États-Unis vont signer avec l'Ukraine un contrat pour une fabrication et une livraison de Switchblade 600. Donc ce sont des drones kamikazes anti-chars. Les États-Unis ont également annoncé une nouvelle aide de 3 milliards de dollars. Et malgré les sanctions, les Russes perçoivent toujours 1 milliard de dollars par mois de la part des États-Unis dans leurs transactions commerciales. Ensuite, alors des vidéos sur les Bayraktar TB2. Nous avons une première vidéo où on voit donc un de ces drones bombarder des obusiers russes. Une autre vidéo où on voit les restes d'un TB2 détruit. Et une troisième vidéo où on voit un... Alors c'est le premier Bayraktar Mini à être abattu sur le théâtre d'opération. Le président Poutine a signé un décret pour augmenter les forces armées russes de 137 000 hommes, donc ce qui va porter l'armée russe à 1 150 000 hommes. En Biélorussie, on note une activité importante sur les aérodromes et également des prépositionnements de systèmes anti-aériens. L'Allemagne va allouer à l'Ukraine une nouvelle aide de 500 millions d'euros en matériel militaire. Ensuite, je vous présente une carte sur les dépôts et les bases militaires russes qui ont été bombardées entre le 15 et le 21 août dernier. Sans surprise, les régions de Kherson, Donetsk et la Crimée sont les plus visées. Alors en Ukraine, il y a eu donc des bombardements ces derniers jours. Alors tout d'abord sur Kiev, dans la périphérie nord de la ville, on dénombre pas moins de 6 explosions dues à 6 missiles russes. Dans la région de Poltava, donc la région de Poltava est ici, l'aéroport de Mirgorod, donc qui se situe ici exactement, a été bombardé par les forces aérospatiales russes, et selon le ministère de la Défense russe, 5 avions de combat ukrainiens ont été détruits. On va maintenant aller dans les différents secteurs, en commençant par le front de Kharkov. Donc pas d'évolution sur la ligne de front, néanmoins donc des bombardements dans le secteur également. Une usine a été bombardée dans la ville de Kharkov. On note une intensification des tirs d'artillerie russes dans ce secteur. Et alors sur la ligne de front, donc pas d'évolution, mais dans la zone grise, les Ukrainiens ont repris plusieurs villages, Tsupivka et Borchova, ici. Dans le secteur de Chouïf, donc qui est la ville ici, les Russes ont détruit un important dépôt de munitions avec leur artillerie. Et le secteur qui se trouve ici est également bombardé par l'artillerie russe. On va maintenant se porter dans le secteur de Izium-Slaviansk, donc qui est ici. Izium est la ville qui se trouve ici, et Slaviansk ici. Dans ce secteur, l'artillerie ukrainienne cette fois-ci est de nouveau active, donc avec plusieurs frappes sur les positions russes. La ligne de front n'a pas évolué. Velika Komishuvaka est aux dernières nouvelles sous contrôle des Ukrainiens. Et ici, pas de nouvelles dans le secteur de Dibrovne, Nova Dimitrivka et Kurulka. Par contre, il y a des combats ici au sud-est de Izium, sur les localités de Mazanivka et Dolina. Krasnopilia reste sous contrôle des Ukrainiens. Et enfin, sur Slaviansk, donc la ville ici, un poste de commandement ukrainien a été bombardé avec la complicité d'informateurs sur place pour guider les tirs d'artillerie. On va maintenant se porter sur le front de l'Est, donc je vais bien dézoomer pour bien vous montrer. On se situe toujours ici, donc on est toujours dans le Donbass. Dans le secteur de Siversk, donc Siversk c'est la ville qui se trouve ici. La ligne de front n'a pas évolué et la zone grise non plus. Seule évolution, ici, il y a des combats sur Vézelé, donc qui se situe ici, suite à une attaque des Russes depuis la ville de Spirné, donc dans cette direction. À l'est sur Stakhanov, donc Stakhanov c'est la ville qui se trouve ici, où rappelez-vous une base Wagner avait déjà été bombardée. Ici, cette fois-ci, c'est une base militaire russe qui a été détruite par un missile ukrainien. Pas d'évolution sur Soledar, il y a toujours donc des combats dans le centre de la ville.
Sur Bakhmout non plus, toujours donc des combats à l'est, ici dans ce secteur, à proximité de ce plan d'eau. A noter ici tout de même que plusieurs contre-attaques ukrainiennes sur différents axes ont toutes été repoussées. Au sud de Bakhmout, toujours des combats sur Zaïtsevier, Koderma, et également sur Kourdiumivka, qui se trouve ici. Donc les Russes poursuivent leur attaque après s'être emparés des petits villages de Datcha et Zaïtsevier en direction du nord-ouest. On se dirige maintenant dans le secteur de Donetsk. Des combats continuent en périphérie de New York, mais avec une intensité moindre par rapport à la semaine dernière. Pas de nouvelles dans le secteur au nord de Avdivka. Les combats continuent sur Optiné, ici, et aux alentours de Pisky, ici, donc en direction de Pervomaïskie et également de Nevelskié. Sur Donetsk, un centre commercial a été bombardé et un dépôt de munitions est en feu à Staro-Béchevier, ici. Ensuite, la ligne de front est toujours aussi stable ici. Sur Vuhledar, il y a eu une attaque ukrainienne qui a été repoussée. On se dirige maintenant dans le secteur de Zaporizhia. Pas d'évolution sur la ligne de front, si ce n'est quelques modifications par contre dans la zone grise, où les Ukrainiens ont repris plusieurs villages, comme Shelbaki, Novo-Andrivka, Novo-Danilivka, sont repassés donc sous contrôle des Ukrainiens. Donc ce sont des petits villages en périphérie de Orikiv. Sur Zaporizhia, les Ukrainiens ont bombardé avec leur artillerie la ville de Tokmak, qui se trouve ici. Enfin, sur la centrale nucléaire d'Ener Odar, ici, donc on a la centrale nucléaire qui se trouve ici, mais on a également une centrale thermique, cette fois-ci, qui se trouve ici, et cette dernière a été bombardée par l'artillerie ukrainienne, et elle sert en partie à alimenter en électricité la centrale nucléaire, pour son bon fonctionnement. La centrale nucléaire a, elle, été déconnectée donc, du réseau, donc elle n'approvisionne plus actuellement en électricité, que ce soit la partie ukrainienne ou la partie sous contrôle des Russes. 2 réacteurs ont été mis à l'arrêt par les Russes par mesure de sécurité, et à noter qu'il y a un incendie au sud de la centrale nucléaire dans cette zone boisée, ici. Ensuite, on va se diriger dans la région de Dnipro. Donc, Dnipro, c'est la ville qui se trouve ici. La région de Dnipropetrovsk, comme vous pouvez le constater, est une région qui est très vaste. La ville et la région ont été bombardées, et plus particulièrement un train qui a été bombardé dans la localité de Chaplino, donc qui se trouve ici. Donc ici on a plusieurs versions par rapport à ce bombardement. Donc apparemment c'est bien un missile Iskander qui a réalisé la frappe. Du côté ukrainien, on parle d'un train civil avec 25 morts civils et des blessés. Et dans la version russe, on note que c'est un train militaire qui transportait donc des réservistes et du matériel en direction du front. Et selon ces derniers, 200 réservistes ukrainiens auraient péri dans l'attaque. A noter que nous avons également une autre source par l'intermédiaire de Maris Burgo, qui est donc une correspondante de guerre en Ukraine. Donc cette dernière a interrogé les locaux, donc c'est-à-dire les personnes qui étaient à proximité, et donc d'après son reportage, il y avait bien donc des militaires dans le train, et on peut voir également donc dans la vidéo qu'il y a effectivement donc des compartiments de transport, mais également des parties du train qui sont réservées à de l'équipement et du matériel. Donc voilà pour l'événement donc du train de Chaplino. On va maintenant se diriger dans le dernier front de Mykolaïv-Kherson. Alors Kriviri, qui est la ville qui se trouve au nord, ici, a été bombardée, mais de manière un peu plus intensive qu'à l'accoutumée. La ligne de front est stable, également donc ici dans le secteur de la zone grise, ça bouge vraiment très peu. Dans le secteur de David Hybride, alors il y a des combats au sud-ouest du village, sur les localités de Lozovier, Andrivka et Blaodarivka, ici.
Dans le secteur de Sniorivka, donc Sniorivka c'est la ville qui se situe ici. À l'ouest, les Russes se sont emparés de Blaoudatnie, ici, et le reste de la ligne de front n'a pas évolué. On note ici une offensive en cours des forces russes, donc au nord et au nord-ouest d'Alexandrivka, en direction des villages de Tavriske et également de Louparevier. Un petit mot sur le secteur donc, de Kherson. Le pont Antonovski continue à être bombardé par l'artillerie ukrainienne. Et en même temps, les Russes sont toujours en train de mettre en place un ponton dans ce secteur. Également un bombardement sur Nova Kakova, donc qui se trouve ici, au nord-est de Kherson, et un dépôt est en feu. Donc voilà pour le secteur. Et en Crimée, il y a eu des explosions donc sur Sébastopol. Par contre, les origines des explosions ne sont pas encore connues. Voilà, donc en résumé, les combats continuent, mais pas d'évolution significative cette semaine. Les Ukrainiens continuent à bombarder les arrières russes. On note tout de même une intensification donc, des bombardements russes donc, en Ukraine, donc certainement dû à la fête nationale ukrainienne. Un aéroport a été ciblé, ainsi qu'un train qui, d'après un correspondant de guerre sur place, transportait bien des militaires ukrainiens. Des attaques ukrainiennes sur Vuhledar et sur Bakhmut ont été repoussées. La tension reste vive autour de la centrale nucléaire d'Ener-Odar, puisqu'il y a actuellement, donc, en plus des bombardements, un incendie au sud de la centrale. Et enfin, donc, dans le secteur de Kherson, l'artillerie ukrainienne reste active afin de perturber les axes d'approvisionnement de l'armée russe dans ce secteur. Et les Russes continuent à mettre en place un ponton à proximité du pont Antonovski. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Toutes les sources d'informations sont en description. Encore merci et à bientôt.